Bonjour, donc, dans cette vidéo, je vais te partager des clés pour être en bonne santé. La santé, elle dépend de 3 facteurs. La bonne santé, hein. Un, de ce que tu manges, de comment tu dors et de comment tu bouges. Indispensable. C'est les 3 facteurs qui sont indispensables pour être bien dans ton corps. Tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas bien dans ton corps. En dehors des maladies, d'accord? Ça, c'est encore un autre sujet. Okay. Mais déjà, un corps en bonne santé, le maintenir en bonne santé, se maintenir en bonne santé avec des bonnes pratiques. Alors, je vais te faire un récap de plein de choses que j'ai été glaner un peu partout avec des naturopathes, dans des conférences auprès de personnes qui font plein d'expériences, de scientifiques, parce que c'est ce que j'aime aussi, c'est les recherches scientifiques qui sont là-dessus. 2 choses qui se font en France, mais pas que. Beaucoup en Allemagne, ils sont un peu plus en avance que nous là-dessus. En Californie aussi, en Russie. Enfin voilà, je vais chercher mes sources un peu partout et j'ai essayé de condenser ça. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses. L'objectif, ce n'est pas de tout changer, de tout révolutionner, mais de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que c'est pas grave si tu as envie de manger McDo, tu as le droit d'aller manger McDo. Enfin voilà. Le plus important, c'est d'être en conscience et d'essayer d'améliorer les choses pour que dans tes habitudes, dans le quotidien, tu fasses au mieux de ce que tu peux et que tu gardes tous les moments exceptionnels à côté. Bah, forcément, quand il y a plein de monde, quand tu es à une soirée, quand tu invites du monde chez toi, c'est pas pareil. Sauf si tu invites tout le temps du monde chez toi, tous les jours, et du coup, ça te fait ton quotidien. Mais voilà, il y a vraiment 2 choses. Il y a le quotidien, où là, tu vas essayer d'améliorer les choses petit à petit. Et puis, les extras. Et les extras, il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-toi plaisir. Au contraire, il faut être dans le plaisir. Si tu te coupes de ton plaisir, même dans la santé que tu donnes à ton corps, ben, tu lui retires une part de bonne santé parce que lui, il a mis la joie, en fait, ça lui fait du bien. Alors, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le sommeil. Donc, déjà, est-ce que tu sais à quoi ça sert de dormir? Truc basique, hein, mais en fait, pourquoi on dort? Quand on dort, on recharge les batteries. C'est très basique. On a, le matin au réveil, on a 2000 énergies. Je ne sais pas quel niveau on peut mettre avec ça, mais bon. Et on va l'écouler au cours de la journée. Forcément, si on pense trop, on va écouler plus vite. On va écouler tout ce stock d'énergie au cours de la journée. Et en fin de journée, ben, il faut dormir pour pouvoir récupérer le stock d'énergie. Mais il n'y a pas que ça. Pendant qu'on dort, il y a des liens neuronaux qui se créent. Il y a des nouveaux neurones qui se créent. Il y a les muscles qui se réparent, les tissus qui se réparent, les organes qui se régulent. Ce qui se passe la nuit, ce n'est pas la même chose que la journée. Quand on est en état de sommeil, normalement, l'estomac ne fonctionne plus. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est recommandé de manger 2 heures avant d'aller se coucher, pour aller se coucher l'estomac vide, pour que le sommeil, ce soit vraiment du sommeil. Forcément, quand le ventre il est en train de travailler pour digérer, ce n'est pas encore du sommeil. Et il va attendre 2 heures d'avoir fini de digérer pour commencer vraiment le sommeil. Voilà, il y a des petites astuces à avoir par rapport à ça. Et pendant le sommeil, donc on a aussi toutes les hormones qui se régulent, qui se rechargent, qui se refont. On intègre toutes les choses qu'on a apprises au cours de la journée. Donc c'est là où il y a la mémoire vive, la mémoire temporaire qui va soit se vider, et donc on oublie tout, soit venir s'ancrer à certains endroits, pour certaines choses. Les choses négatives s'ancrent plus facilement que les choses positives. Je crois qu'on en a déjà parlé. Donc pendant le sommeil, si tu es resté suffisamment longtemps avec ton émotion positive, elle va venir s'ancrer. Si c'est moins de 20 secondes, elle va pas, ça ne rentrera pas dans la mémoire. Dommage. Aussi, le corps, pendant la nuit, il va donc régénérer les cellules, régénérer les muscles, régénérer tout ça. Et aussi, il va faire pousser. C'est pendant la nuit que les ongles poussent, que les cheveux poussent, que les os poussent. Forcément, quand on est adulte, ça pousse moins que quand on est enfant.
Mais quand même, les os se réparent pendant la nuit. D'avoir un sommeil de qualité pendant la nuit. Le plus possible, quoi. Dans certaines religions, on apparente le sommeil à une petite mort. C'est comme si tous les jours, on se préparait à renaître. Donc, on passe par une phase de petite mort et le lendemain matin, on renaît. Et effectivement, on change tous les jours. On est à peu près la même personne, mais d'un jour à l'autre, on n'est plus tout à fait la même personne. C'est pour ça aussi que le matin, au réveil, on nous propose souvent des rituels pour aller découvrir cette personne qu'on est. Puisqu'on on renaît en fait à nous-mêmes tous les matins. Bah forcément, on a stocké des mémoires, on a stocké des choses, on a eu des apprentissages, donc on n'est pas tout à fait la même personne. Peut-être qu'il y a des croyances qui ont un peu évolué, peut-être qu'il y a des habitudes qui ont changé. Voilà, on évolue. Donc c'est intéressant d'aller regarder ça. Il est dit aussi dans certaines philosophies qu'on ne va pas se coucher avec un conflit. On essaye de résoudre tous les conflits, ou au moins on fait ce qu'on peut, pour essayer de résoudre le conflit avant d'aller se coucher. Parce que sinon, on ancre le conflit en nous, dans nos corps. Et du coup, ça crée des nœuds, ça crée de la somatisation, ça crée des choses qui ne sont pas agréables. Donc, tous les conflits qui peuvent être traités dans la journée, allez-y. Vous n'attendez pas 3 jours. Vous le faire avant d'aller se coucher. Voilà. Dans la journée. Des petites choses. Franchement, il y a plein de petits trucs qu'on pourrait éviter de stocker ça dans notre corps. Hein, on va être doux avec nous-mêmes. On va éviter de stocker trop de choses. Alors, dans les choses qui sont top pour bien dormir, c'est de faire attention à la température de la pièce. Alors, chaque personne a un besoin de température différent et au cours de la nuit, on peut avoir besoin de températures différentes. Donc, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs couvertures, des choses comme ça, pour qu'on puisse leur tirer une partie la nuit. En début de nuit, souvent on a froid, donc on a besoin de se couvrir plus. Et au milieu, au cours de la nuit, on commence à avoir chaud, donc on a besoin de moins de couverture. Donc ça, c'est une histoire de réglage qu'il faut avoir, en sachant que notre conjoint n'a pas forcément les mêmes. Donc, on demande un petit peu d'ajustement, mais c'est intéressant parce que si vous transpirez trop pendant la nuit, vous allez avoir froid à un moment. Donc, il faut trouver un juste milieu, en sachant que par la transpiration, on évacue aussi beaucoup de choses. Ça peut être des microbes, ça peut être des virus, ça peut être aussi une pression émotionnelle qu'on peut évacuer par la transpiration. Donc, peut-être qu'à certaines nuits, vous allez avoir besoin de transpirer. Ça, il n'y a pas de problème. La fièvre, par exemple, c'est vraiment très utile pour tuer les microbes. Et les microbes s'évacuent par la transpiration. Donc, c'est normal qu'on sue beaucoup. Et au contraire, il faut accentuer les choses pour transpirer beaucoup pendant qu'on a de la fièvre. Ça aide le corps, en fait, à évacuer. Il faut éviter de mettre un Doliprane dessus pour tuer la température. Dommage, le corps, il essayait de se soigner. Bon, ceci est un autre sujet. Donc, la température. Le noir. Forcément, de nos jours, on a un peu trop d'électricité partout et on a besoin dans le noir pour bien dormir. Le corps, il l'intègre qu'il fait nuit et donc du coup, il se met en mode sommeil. Tout ce qui est écran, téléphone, ordinateur et télé et tout ça, c'est déconseillé et je vais vous expliquer pourquoi. À peu près une demi-heure avant d'aller se coucher. Parce que l'écran nous renvoie une lumière qui est très forte. Et dans notre tête, en fait, c'est tellement lumineux que ça envoie comme information, il est midi. Et forcément, quand il est midi, la gare pour aller se coucher, elle n'existe pas. On ne peut pas avoir cette sensation de j'ai envie de dormir quand on est en plein milieu de la journée. Donc, du coup, on fausse les informations qui sont ancrées en nous pour nous faire aller dormir. C'est un peu pas de bol. Il faut savoir aussi que pendant des milliers d'années, l'être humain dormait par plusieurs phases la nuit. Il avait une première phase en début de nuit, il se relevait, il faisait des activités, il se recouchait et redormait. Et peut-être même plusieurs fois. Et c'est assez récent, c'est depuis qu'il y a l'électricité, en fait, qu'on va se coucher plus tard, forcément, en tout cas l'hiver, et qu'on essaye de dormir 7 heures d'affilée, 7 ou plus. Alors, quand on est jeune, on a besoin, c'est normal. Un enfant, il a besoin de beaucoup de sommeil parce que c'est là qu'il intègre
En fait, c'est là qu'il crée son intelligence. Donc, plus il dort, plus mieux c'est. L'adolescence, c'est pareil, même s'il y a un décalage, parce que l'adolescence, naturellement, il va se lever tard, il va se coucher tard. Biologiquement, voilà, il y a une phase comme ça, pour après se recaler sur quelque chose qui est plus de l'ordre du soleil. Mais quand on est adulte, eh ben, on peut avoir ces différentes phases de sommeil et avoir une croyance qu'on ne dort pas bien, qu'on est insomniaque, qu'on a un problème. Le problème, c'est de croire qu'on a un problème. Ça peut être très bien vécu et tout à fait naturel de dormir par phase. Et si le matin, de toute façon c'est simple, hein, vous allez tout de suite sentir si c'est bon pour vous ou pas. Si le matin vous vous réveillez en étant en forme et alerte, bah, c'est que c'est bon, c'est que vous avez eu votre quota de sommeil et que c'était la bonne forme de sommeil pour vous. Si vous vous réveillez le matin, vous êtes fracassé et vous avez envie de vous coucher, c'est qu'il y a un souci. C'est très basique, mais c'est ça. Après, un autre point, le rythme. Le rythme du sommeil. Donc, le sommeil, ça marche par phase, qui dure à peu près 1h30. Ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, c'est un petit peu différent. Là, je parle à des adultes. Donc, la phase du sommeil, à peu près 1h30. Donc, c'est un cycle complet qui passe par du sommeil paradoxal, enfin du sommeil léger, sommeil paradoxal, sommeil profond. Voilà. Pendant le sommeil profond, il se passe des choses qui ne se passent pas dans les autres phases. Et on a besoin de tout ça, et puis une remontée. Et il y a les rêves aussi qui se passent au milieu de tout ça. Okay, donc le sommeil se passe par des cycles de 1h30 qui se répètent. D'accord ? Donc ça se répète. L'idéalement, c'est de se coucher au moment où on est début de la phase et se lever à la fin. Si vous vous levez au milieu, peut-être que vous allez être complètement fracassé, pas parce que vous n'avez pas eu le bon nombre de cycles, mais parce que ce n'est pas le bon moment dans votre cycle. Donc, ça vaut le coup, des fois, de décaler son réveil de 15 minutes, même plus tôt. Hein. Des fois, on se réveille mieux en se réveillant plus tôt qu'en se réveillant plus tard. Donc, avoir à jongler là-dessus. Le moment où on va se coucher, c'est à peu près une phase de 15 minutes qui est en début du cycle où on a le train qui est en gare. Quand le train du sommeil y fonce, ça ne sert à rien d'essayer de monter dedans, vous allez vous le prendre dans la tronche et vous allez être fracassé. Vous n'allez pas bien vous endormir, ça va être long, vous allez réfléchir, ça ne va pas être agréable. Pour les enfants, c'est pareil. Ne forcez pas à votre enfant de s'endormir à 20h parce que c'est votre heure. Non, tu restes dans ton lit, dans la pénombre, pour donner l'information au cerveau que c'est l'heure de se coucher. Tu joues un peu tranquillement et quand tu as besoin de te coucher, quand tu sens que tu es fatigué, tu t'endors tranquillement. Et on a besoin d'accompagner nos enfants pour apprendre à faire ça. Ils ne savent pas le faire tout ça. Ce n'est pas inné d'apprendre à s'endormir. Et en plus, comme c'est une petite mort, ben, ce n'est pas évident pour eux quand même d'accepter ce truc de « ok, je plonge dans le sommeil ». C'est « je m'abandonne dans le sommeil ». Il y a intérêt à avoir une bonne sécurité intérieure pour pouvoir aller là-dedans. Il faut laisser l'enfant aussi cheminer là-dedans et lui offrir un maximum de sécurité pour que ce moment d'endormissement, il soit zen pour lui. Ça va lui servir pour pouvoir s'endormir plus tard tout seul, mais aussi dans les autres phases, parce que ça crée vraiment une espace de sécurité. S'il est dans la sécurité de pouvoir lâcher prise, imaginez un peu tous les autres endroits dans la vie où on a besoin de lâcher prise et on est en insécurité. Et bien, si on arrive à le faire correctement au moment du sommeil, ça va servir pour tout le reste. Donc, choisir le bon moment pour s'endormir. Ce moment où on sent qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'aller se coucher. Et ça a besoin de se reconnecter. On a besoin de nous reconnecter à nous-mêmes. Il arrive parfois que certaines personnes ne ressentent pas ça et vont jusqu'à l'épuisement. Ils attendent de tomber de sommeil pour aller se coucher. Ça, c'est pas bon non plus. Parce qu'en fait, du coup, vous attendez trop tard. C'est trop loin. Donc, il va falloir tester. Trouver les bons moments pour vous, tester différents horaires pour voir à quel moment vous allez avoir besoin de vous coucher. En sachant que c'est évolutif. On n'a pas besoin du même temps de sommeil en plein été qu'en plein hiver. Donc, en fonction des saisons, vous allez sentir que vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Déjà, la luminosité n'est pas la même, en tout cas en Europe. Et donc, les besoins de sommeil ne vont pas être les mêmes. Donc, tout ça, c'est une évolution. Il faut trouver
votre équilibre dans tout ça et accepter qu'il y a des phases. Pareil, le cycle menstruel des femmes, les hommes en ont aussi, mais différemment, ça influence aussi le sommeil. Il y a des phases où on a besoin, surtout dans les 3 premiers jours de règles, par exemple, on a besoin de repos. Et normalement, d'ailleurs, on devrait être reclus à l'extérieur du système quotidien pour se reposer ces 3 jours-là, pour pouvoir être mieux les 28 autres jours. Pouvoir donner, en fait, on a besoin de recevoir et de se reposer 3 jours et le reste, on travaille. Bon. Alors, donc l'horaire, j'ai parlé. Ensuite, la posture. Donc, la posture est importante pour bien dormir. Idéalement, on évite de croiser les bras, croiser les jambes. Il y a une posture où on croise un peu, c'est la posture du fœtus. Ça, c'est une posture qui est très régénératrice. On se met naturellement dans cette posture, 1, quand on est en insécurité, ou 2, quand on est vraiment très fatigué, qu'on a besoin de repos. Ça, c'est une posture qui va vraiment accélérer le processus de récupération. On se met en posture fétale. Sur le côté, chien de fusil, là, c'est très, très efficace pour récupérer. Une autre posture pour récupérer vite, mais cette fois-ci, plus à utiliser dans les siestes, c'est-à-dire que rapidement, vous allez vous sentir en énergie. Donc, ce n'est pas une récupération profonde, mais plutôt se mettre en énergie, c'est faire l'étoile de mer. Vous allongez dans le lit, les bras, les mains ouvertes vers le haut, les bras écartés, les jambes écartées, et vous vous allongez comme ça et vous endormez. Ça va vous régénérer et vous apporter de l'énergie. Donc, c'est plutôt à mettre ce genre de posture pour les siestes parce que c'est de la récupération très rapide. Après, vous allez tester aussi la position de votre tête. Il y a les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, et puis aussi entre. Voilà. En fonction de la position de votre tête dans le lit, vous n'allez pas dormir de la même manière et vous n'allez pas récupérer le même type d'énergie. Donc ça vaut le coup, si vous ne dormez pas bien, de tester, de changer votre lit de côté dans la chambre. Ça a l'air tout bête, hein, mais en fait, juste ça, ça peut changer. Petit bémol, votre mari ou votre conjointe, c'est principalement des femmes qui vont voir cette vidéo, mais bon, il ne va pas avoir les mêmes besoins que vous. Donc, il faut que vous trouviez un compromis ensemble, à moins d'avoir un lit rond et de dormir comme ça. C'est pas toujours très évident. Bon, de toute façon, dans le couple, il y a toujours au moins un coin qui est valable pour les deux. On ne se choisit pas pour rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il faut prendre le temps de trouver le bon pour vous et qu'il soit aussi le bon pour votre conjoint. Bon, commencez par vous et puis vous vous ajusterez pour lui. De toute façon, les hommes, ils sont moins sensibles à ce genre de trucs. Donc, enfin, je dis ça, pas tous. Le mien, il est comme ça, en tout cas, c'est le masque. Il s'endort. Bon, il attend l'épuisement en même temps pour y aller. Mais bon. Donc, dans les différents types d'énergie qu'on peut avoir en fonction du point cardinal dans lequel on se met, on peut travailler la santé, l'harmonie, l'amour, la vie professionnelle. Alors celui-là, il faut éviter parce que ça va vous créer des ruminations. Si vous essayez de vous endormir dans un truc où je suis active dans le pro, ça ne va pas trop. Et DEF, oui, mais ça. J'ai mis l'abréviation, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est pas grave. Bon, déjà, avec cela, ça vous donne des idées. Et chaque personne a un point cardinal différent. L'adage de dire qu'il faut mettre la tête à l'est pour bien dormir, c'est fou. Ce n'est pas valable pour tout le monde. Alors ça, c'est plus des recherches qui ont été faites en Feng Shui, en Chine, au Japon aussi d'ailleurs. Ils ont les mêmes. Donc, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe aussi ailleurs, les sagesses d'autres pays, pour pouvoir ajuster au mieux. Tout ça, vous sentez. Autre point, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est s'endormir le ventre vide. Ça, c'est important pour pas que le corps il finisse sa digestion avant de vous mettre dans le sommeil. Donc, à faire autant que le temps de sommeil ce soit un temps efficace. Et pendant que vous êtes en train de digérer, vous pouvez faire autre chose. Donc, faire ça. Il y a une sagesse qu'on a dans notre vocabulaire, mais qu'on a oubliée. Le petit déjeuner
C'est la sortie du petit jeûne. Un jeûne, c'est 12 heures sans manger. Vous dînez, vous dormez, et le lendemain, vous prenez un petit-déj. Il faut qu'il y ait 12 heures qui s'écoulent. Le déjeuner, c'est la sortie du grand jeûne. Quand vous faites sauter le petit-déj et vous passez au minimum 16 heures sans manger. Ce n'est pas à faire tous les jours. Il y en a qui font des jeûnes partiels, donc c'est ça en fait. Il faut sauter le petit-déj tous les jours ou de temps en temps. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites 12 heures de jeûne sans manger, le corps va commencer à sécréter ses propres les protéines, les glucides, voilà, les propres aliments dont il a besoin. En gros, on a des usines à l'intérieur de notre corps qu'on n'utilise plus parce qu'on bouffe trop bien. C'est pas de bol. Et donc, le corps, il a besoin, en fait. Il a besoin de moments de jeûne pour calmer les choses. Tous les moments où vous vivez des choses difficiles, bon, déjà, quand on est malade, on n'a pas faim. C'est normal et c'est bien. Forcez pas votre enfant à manger s'il n'a pas faim. Il est en train de faire un jeûne, il est en train de nettoyer l'intérieur de lui. Il y a des recherches qui ont été faites sur le cancer en Californie et en Russie. Ils utilisent beaucoup le jeûne, ils font ça beaucoup en Allemagne, aussi en Californie, aussi d'ailleurs, où le fait de mettre le corps dans le jeûne, en fait, ça renforce les cellules et ça malmène les cellules cancéreuses qui ne supportent pas en fait d'être dans le jeûne. Voilà, elles se détériorent. Donc, c'est hyper efficace. Juste là, on se dit, ah, c'est hallucinant. Donc, pour le quotidien, ça vaut le coup déjà d'avoir ces 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner, de base. C'est essayer d'être dans ça. Donc, évitons la grignote au milieu de la nuit. Sauf cas exceptionnel, vous faites une soirée cinéma à la maison avec les enfants le dimanche, peut-être pas le dimanche soir, mais le vendredi soir ou le samedi soir, c'est exceptionnel, c'est pas grave. L'exceptionnel, il n'y a pas de problème, c'est le quotidien qui a besoin d'être régulé et d'être ajusté. Donc, pour bien dormir, il faut bien s'endormir. Et l'idéal pour bien s'endormir, c'est de bien se réveiller. C'est un peu bizarre ce que je dis. Ok, c'est de mettre en place une routine le matin pour se mettre en énergie. Quand vous allez vous mettre en énergie le matin, donc ça peut être danser sous la douche, ça peut être chanter, ça peut être faire de la gym, ça peut... Vous voyez, on va parler un peu plus tard du mouvement, mais il y a plein de façons de faire pour se mettre en énergie. Mais plus vous allez vous mettre en énergie le matin, plus vous allez pouvoir consommer en fait votre énergie, votre stock d'énergie, mais pas que avec du mental. Il y a besoin d'une consommation dans le corps. Et c'est ça qui va vous emmener à un bon sommeil. Donc, mettre en place aussi un rituel du soir pour aller bien s'endormir. Alors, dans les rituels du soir que moi je préconise, c'est avoir un journal et écrire les 3 kiffs par jour ou les 3 gratitudes ou voilà, les choses pour lesquelles vous avez de la fierté. Voilà, c'est vraiment des choses qui vont vous mettre dans un élan de waouh, j'ai vécu des choses sympas aujourd'hui. Et comme vous allez vous endormir dessus, vous allez emmener la mémoire qui peut-être serait tombée aux oubliettes dans les mémoires profondes qui vont se maintenir et vous garantir un état de mieux-être. Parce que quand vous vous couchez mieux, vous vous réveillez mieux. Donc, routine du matin, routine du soir et l'exercice physique. Pourquoi je l'ai mis là? Non, ça c'est plutôt sport, ça. Donc voilà. Pour le sommeil, c'est tout. Donc je reprends la vidéo, j'ai fait une petite coupure pour faire une consulte. Donc j'étais sur le sommeil. Oui, il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est les insomnies. Quand vous avez une insomnie, quand tu as une insomnie, l'idéal, c'est, déjà, tu vois si juste en restant dans ton lit, tu te rendors, basique. Si tu commences à mouliner dans ta tête, là, t'arrêtes. Tu sors de ton lit, tu restes pas allongé comme ça parce que ça va grossir. Forcément, quand le corps il n'est pas en mouvement,
il y a toute la place pour que la tête, elle fonctionne. Et là, tu vas commencer à partir dans tous les sens. Donc, ce n'est pas forcément très sain. Si tu es plein de ruminations, ce que tu peux faire pour calmer les choses, c'est écrire. Alors, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas d'allumer toutes les lumières de chez toi. Tu n'es pas en plein jour, il faut laisser l'information à ton corps que tu es au milieu de la nuit. Mais tu peux allumer une petite lumière et tu écris. Éventuellement, tu restes dans ton lit, comme ça, tu es au chaud. Si ça gêne ton conjoint, forcément, tu vas devoir t'adapter. Tu écris. Le fait d'écrire, ça va ralentir le flot des pensées. Basiquement, pour pouvoir écrire, il va falloir que tu vérifies l'orthographe, que tu écrives les lettres, donc ça prend du temps. Ça prend plus de temps à ton cerveau d'écrire que de penser. C'est mécanique, en fait. Le fait d'écrire, ça ralentit le flot des pensées. Déjà, ça va calmer un peu le jeu, ça va te faire du bien. En plus, deuxième intérêt, comme ça, deux, c'est mieux. Tout ce que tu écris, tu l'évacues. Tout ce dont tu parles, tu l'augmentes. Tout ce que tu écris, tu l'évacues. Donc, si c'est des ruminations, c'est plutôt intéressant de les sortir de ta tête. Voilà. Petit intérêt. Donc voilà, tu écris, tu peux t'étirer, tu peux faire des mouvements dans ton corps pour vraiment évacuer tout ça, en fonction de ce que tu as besoin. Et puis tu sens quand c'est de nouveau le moment, tu sais, le train il retourne en gare, là tu peux t'allonger. Alors ça peut prendre jusqu'à 1h30. C'est long, 1h30 au milieu de la nuit. Mais tu verras que tu vas être plus efficace, tu vas avoir une qualité de sommeil plus importante en faisant ça, en respectant ça. Il y a des personnes qui vont faire la vaisselle au milieu de la nuit. Il ne faut pas que ça fasse trop de bruit pour le reste de la maison, mais voilà, ce n'est pas le moment de passer l'aspirateur, forcément. Mais il y a moyen d'avoir des tâches en fait, que tu peux faire au milieu de la nuit. Tu les gardes même pour ces moments-là. Et comme ça, tu as des choses à faire. Ça t'évite de devoir chercher en plus ce que tu dois faire au milieu de la nuit. Sinon, tu gardes dans ta boîte à outils les trucs que tu peux faire au milieu de la nuit. Ça peut être sympa aussi. Dans les trucs un peu sympathiques qui vont te faire du bien et qui vont te mettre, pas forcément dans la joie non plus, hein, tu trouves un juste milieu, mais au moins dans un espace de paix. Ouais, la paix, c'est bien. Ok, donc le deuxième élément, le deuxième levier de ta bonne santé, c'est l'alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Alors, il y a une petite citation qu'on m'a donnée qui a fait un petit clash un jour. On creuse notre tombe avec nos dents. On creuse notre tombe avec nos dents. Ça donne pas trop envie, hein, dit comme ça quand même. Pas... Non, mais quoi? Pourquoi? Effectivement, on bouffe n'importe comment quand même. Hein. On est dans une société où on n'a jamais aussi bien mangé, aussi riche, trop riche. C'est pas difficile, on regarde les effets d'obésité et compagnie. Alors oui, effectivement, il y a une histoire d'émotion, de gestion de nos émotions, de stress et tout ça, mais il y a aussi un problème de bouffe. Hein. Très basiquement, on mange trop bien. La civilisation humaine n'a jamais mangé aussi bien. On a plutôt l'habitude d'avoir des périodes de diète, des périodes de famine, des périodes où c'est exceptionnel. Voilà. Alors, il y a de la malnutrition aussi, donc c'est bien qu'on en soit sorti. On est peut-être parti en extrême un peu trop loin. Donc là, je vais te partager des choses à ajuster en fonction de toi. D'accord? Il faut que tu sentes les choses. On a tous un microbiote unique. Vraiment. Il est unique. Il n'y a que toi qui l'as. Il y a des recherches qui ont été faites aux États-Unis pendant 20 ans sur des jumeaux. Jumeaux, hein, qui sortent du même ventre. Hein, d'accord? Donc, ils ont eu les mêmes héritages en fait, au moment de la naissance. Quand le bébé passe par le vagin, il récupère en fait les microbes qu'il y a autour de la mère pour justement créer son propre microbiote. La mère donne en fait son microbiote à l'enfant. Comme ça. C'est pour qu'il soit dans un même environnement que sa mère. Pour survivre. En fait, l'être humain, il est fait assez basiquement. L'objectif, c'est survivre. Donc, on a quelque chose d'assez similaire à celui de notre mère, mais ce n'est pas le même. Et donc, même des jumeaux qui sont passés par le même trou au même moment, eh ben, ils n'ont pas le même. Donc, bon, voilà. Et forcément, en fonction de notre microbiote, il y a des choses qui sont bonnes pour nous et des choses qui ne le sont pas. Donc, ce qui est bon pour votre voisin, ce qui est bon pour votre cousine ou pour votre grand-mère, ce n'est pas forcément bon pour vous. Et en plus, c'est évolutif. On a un microbiote qui change à peu près tous les 7 ans.
il change aussi à chaque grossesse. Qui se peut qu'après une grossesse, d'un seul coup, vous mangez des trucs que vous ne mangez pas avant. Moi, par exemple, j'avais horreur du poisson. Maintenant, j'aime les poissons qui ont du goût. Jusqu'avant, je ne supportais pas. Voilà. Ben, c'est comme ça. Et ben, on évolue. Voilà. Il faut s'adapter, il faut tester et s'adapter. Donc, forcément, si on a tous un microbiote unique, ben, il n'y a pas des grandes généralités. Hein. C'est adapté à chacun. Alors, il y a quand même quelques bases. Ce qui est bio, c'est mieux. Si vous ne bouffez pas plein de pesticides, c'est sûr que c'est mieux. Mais zen, il y a des études aussi qui ont été faites. Ils ont comparé des gens qui bouffaient de la malbouffe, McDo, pas tous les jours non plus, hein, mais voilà, qui ne faisaient pas gaffe, quoi, juste ils faisaient plaisir. Et puis des gens qui mangeaient bio. Et en fait, ils étaient en meilleure santé ceux qui mangeaient de la malbouffe que ceux qui mangeaient bio. Alors, pas tous les bio, mais certains. Et ils ont essayé de déterminer pourquoi. C'est parce que ceux qui mangeaient de la malbouffe en disant que c'était bon pour eux, eh ben, c'était réellement bon pour eux. Ceux qui mangeaient bio en se stressant, en fait, autour de la nourriture, ben, ils mangeaient du stress. Parce que la première chose qu'on mange, c'est nos pensées. Ce qui influence plus ce qu'on mange que réellement ce qu'on mange, c'est ce qu'on pense qu'on est en train de manger. J'ai fait une expérience qui était juste hallucinante quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai une collègue, Michel, je me souviens très bien, elle était dans mon bureau, secrétaire, et tous les midis, à chaque fois qu'elle allait à la cantine, elle me dit oh, je vais être malade. Et forcément, je mangeais la même chose qu'elle, hein, j'étais en face d'elle. Hein, voilà. Et ben, elle était malade tous les jours. Non, en fait, le corps, quand tu lui dis que tu manges un poison, il sécrète un antipoison. Ça crée du stress à l'intérieur de soi. Et ben forcément, cet antipoison, il n'est pas très bon pour la santé, en fait. Donc, elle pourrait manger une pomme en se disant que c'est pourri, et ben elle va s'empoisonner, alors que la même pomme, tu la manges toi en disant que c'est bon, et ben ça sera bon. C'est hyper impressionnant quand même. Hein. Donc le plus important, c'est pas vraiment ce que tu manges, mais que tu t'alignes en fonction de ta croyance, tes convictions en fait, hein, et ce que tu manges réellement. Par exemple, si tu es végétarien dans l'âme, mais que tu te forces à manger de la viande pour ta famille, eh ben, ça ne sera pas bon pour ta santé, parce que tu n'y crois pas. C'est des trucs basiques, hein, mais c'est hyper important. Donc, c'est vraiment revenir à quelque chose d'équilibré par rapport à ça. Après, il y a des recherches qui ont été faites, plus poussées sur l'être humain, la physiologie, la morphologie. Il faut qu'on mange beaucoup de légumes. Dans notre société, on ne mange pas assez de légumes. On mange des patates et du riz et des pâtes. Ok. Il faudrait, alors là je prends des guillemets hein, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui arrive à faire ça, mais bon, sur le principe, il faudrait manger 30 variétés de végétaux différents par semaine. L'été, j'en mange un peu plus, mais en hiver, ça tourne un peu autour des mêmes trucs hein, quand même. Hein, bon, voilà. Bon, on fait ce qu'on peut. Et au niveau des fibres, 30 grammes par jour. Voilà, à voir. Bon, ça, c'est sur le principe. L'idéal, en gros, tu mets un maximum de légumes que tu peux et tu essayes de varier un peu. Pas toujours manger les mêmes. Voilà, simple et efficace. Au niveau du sans gluten, sans lactose, ça dépend de ton microbiote. Ça, c'est vraiment en fonction de ton microbiote. Il y a des gens qui digèrent très bien le gluten et d'autres qui ne le digèrent pas du tout. Il y a des personnes qui ne le digèrent pas pendant un temps, qui le digèrent après. Ma fille, par exemple, elle a fait de l'asthme de ses 1 an à ses 4 ans avec des crises fortes. Elle a fait des pneumonies. C'était vraiment des trucs puissants. Les médecins voulaient la traiter. Enfin, ils l'ont traitée au début. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais arrêtez, ça l'excite avec des trucs cortisol et compagnie qui l'excitaient avec tout ce qu'ils pouvaient. Je ne suis pas une pro de tout ce qui est médicaments. Je suis chimiste, donc je sais très bien l'impact des molécules artificielles sur l'être humain. Ça ne me plaît pas trop. Moi, j'en prends mieux c'est. C'est très bien qu'il y en ait parce que ça permet de compenser quand il n'y en a pas. Mais si on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer.
Du jour au lendemain où ma fille a arrêté les laitages, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait parlé de ça. C'est une copine à moi qui m'a dit, mais t'as pas essayé de retirer les laitages? Ben, pourquoi? Ma fille prenait un biberon tous les matins de lait de vache. J'ai arrêté les laitages, ça a arrêté l'asthme. Ok, je l'aurais su plus tôt, on serait passé à autre chose dès le début, ça aurait été plus simple, ça aurait évité les médicaments. Bon, c'est des trucs basiques, mais on ne peut pas le savoir à l'avance, à tester. Et on a fait une diète pendant un temps, et maintenant, elle remange des légumes. Enfin, bon, à 13 ans, mais on a fait une diète pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois. Elle a arrêté de prendre des biberons, elle est revenue à des choses voilà, en plus petite quantité, elle prend un yaourt, comme ça. Et du coup, elle peut remanger des laitages de vache sans être malade. Et c'est important d'aller regarder un peu tout ça, se poser les questions. Moi, par exemple, j'ai des douleurs dans les articulations quand je mange des laitages. C'est clair. J'ai commencé à arrêter les laitage pour des douleurs dans les genoux qui étaient très très fortes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des douleurs dans les mains. C'était tellement souvent que j'avais mal que je ne me rendais même plus compte que j'avais mal dans les mains. Et en fait, quand je me suis mis en diète, je me suis rendu compte que ça avait arrêté les douleurs. Mais en fait, j'ai pas mal aux mains. Je me rendais même pas compte en fait que j'avais mal aux mains. C'est qu'une fois que j'avais plus l'information de douleur, je me suis dit, ah mais en fait, j'avais tout le temps mal aux mains en fait. Et voilà. Bon, ça m'empêche pas, j'adore le fromage. Eh bien, les cas exceptionnels, quand je suis en famille, quand il y a du monde, un beau plateau de fromage, je me fais plaisir. Mais au quotidien, dans ma vie, il n'y a pas de laitage. Parce que je sais que ce n'est pas bon pour mes articulations, ça me fait mal aux articulations. Chacun, chacun évolue aussi en fonction de ce qu'il veut. Autre chose qui est très, très essentielle dans notre alimentation, c'est l'eau qu'on boit. Alors oui, c'est sûr que les firmes pharmaceutiques n'aiment pas trop qu'on fasse des recherches scientifiques sur l'eau, parce que l'eau est le premier médicament pour le corps. Forcément, on est composé principalement d'eau. Donc, l'eau qu'on fait rentrer dans notre corps va venir rééquilibrer pas mal de choses. Par exemple, j'ai des amis qui vivent en Suisse qui m'ont dit, juste j'ai halluciné, en Suisse, quand tu es sous chimio, on ne te laisse pas repartir de l'hôpital tant que tu n'as pas bu 2 litres d'eau chaude. Parce que l'eau chaude va venir nettoyer tous les effets négatifs, pas tous, en tout cas une bonne majorité, les effets négatifs de la chimio. Quand même. Hein. Donc, boire de l'eau chaude. Alors, l'eau chaude, c'est 60 degrés, un peu plus chaud que l'eau qui sort du robinet, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'ébullition, sinon on perd les nutriments. Ça tue en fait le faire bouillir. Donc, il faut que ce soit chaud, mais pas trop. Le fait d'être chaud, ça permet de nettoyer. Ne faites pas de votre vaisselle à l'eau froide. Vous avez bien remarqué que ça ne nettoie pas l'eau froide. En plus, quand vous buvez de l'eau qui est plus chaude que l'intérieur de notre corps, ça réchauffe le corps. Notre corps, il a 37. Tout ce qui est en dessous de 37 que vous mangez, le corps doit le réchauffer. Et il utilise l'énergie des reins pour ça. Et trop tirer sur les reins, c'est un peu dommage. Donc, plus vous mangez chaud, plus ce sera bon pour votre corps. Pour l'eau chaude. Pour les aliments aussi, mais idéalement, il paraît que cru, j'en parle après, je crois. En tout cas, voilà, il faut que vous sachiez que l'eau chaude, c'est vraiment bon pour la santé. Vous pouvez en prendre le matin au réveil, juste de l'eau chaude. Au début, c'est pas bon. C'est même dégueu. Il n'y a pas de problème. C'est parce que ça nettoie. Ça a vraiment cet effet-là de nettoyer. Moi, je le fais depuis plusieurs années maintenant. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je bois de l'eau chaude le matin au réveil. Il est arrivé des fois que j'ai des goûts de vomi dans la bouche, des goûts de trucs vraiment dégueux. C'est du nettoyage. Par exemple, quand je prends un Doliprane, j'ai le goût du Doliprane pendant 3 jours derrière. Mon corps va mettre 3 jours à évacuer les résidus de Doliprane pendant 3 jours. Donc, il faut s'accrocher un petit peu au début parce que forcément, c'est un goût qui est pas génial. On ne met rien dedans, que de l'eau. Parce que l'eau, il passe directement par tout tube digestif, il n'a pas besoin d'être filtré. Si vous mettez un café dedans, ben, ça ne fera plus de l'eau. Si vous mettez du thé dedans, ça ne fera plus de l'eau. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas la même chose. Okay. Donc, le premier médicament de votre corps, c'est l'eau. Vas-y.
et il faut qu'on en boive quand même pas mal. Faire 2 litres d'eau par jour. Il y en a qui, pendant des phases de jeûne, peuvent monter jusqu'à 4 litres d'eau par jour. Voilà. Mais c'est pour réguler, pour nettoyer. Après, c'est à chacun de changer. Sentir ça, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de boire de l'eau. Et éviter de trop boire pendant qu'on mange, parce que ça mélange la nourriture, en fait. Donc, l'eau, c'est plus de l'eau, en fait, que vous buvez. C'est comme si vous buvez du thé ou du café. Il faut la filtrer aussi. Une astuce que j'ai fait, parce que moi, des fois, j'ai du mal à boire en dehors des repas, tout simplement parce que j'y pense pas, je suis focus sur ce que je suis en train de faire, à moins d'avoir mon truc à côté de moi, sinon j'oublie. Donc, je commence mon repas par boire 2 litres d'eau, 2 grands verres d'eau. Déjà, j'ai augmenté la taille des verres, je vais avoir des petits verres, là, je prends des gros verres, du coup, je bois plus, et je bois 2 litres de... Je vais y arriver, hein, je veux absolument, hein. Je bois 2 verres d'eau avant de commencer à manger. Comme ça, comme l'eau, ça circule, ça passe directement à travers les intestins sans être filtré, ça va largement passer avant que la nourriture arrive. Donc, j'assois ma soif, j'ai plus de soif, et je nourris mon corps avec de l'eau dont il a besoin. Une autre information, le besoin de boire, il est primordial, hein. L'être humain ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire, alors qu'on peut vivre 45 jours sans manger. Voilà, c'est pas tout à fait même. Mais comme on ne répond pas à notre besoin de soif, le besoin de soif passe à l'as, le corps a tendance à nous dire « j'ai faim » quand il a soif. Parce que quand il dit « j'ai faim », vous répondez, alors que quand il dit « j'ai soif », on ne répond pas. Peut-être que quand il y a un petit coup de « j'ai faim » entre 2 repas, on va commencer par boire 2 verres d'eau, pas 2 litres d'eau, j'ai encore envie de le dire, 2 verres d'eau, et du coup, vous avez peut-être plus faim derrière. Ah oui. On a aussi, donc déjà on mange trop riche et en plus on mange en trop grosse quantité. On ne sent plus la satiété, cette sensation, cette capacité qu'on a de sentir qu'on n'a plus faim. Normalement, le bol de nourriture, c'est pour ça que les Chinois et les Japonais mangent dans des bols d'ailleurs, hein, ça correspond à la taille de notre estomac. C'est la quantité de nourriture qu'on a besoin. Alors je ne sais plus si c'est par repas ou par jour, j'ai un doute. Mais bon, en gros, déjà par repas, c'est ça. En sachant que l'estomac, il s'étire, plus vous lui mettez de bouffe dedans, plus il grandit. L'avantage de faire des jeûnes partiels, là, de faire juste 16 heures de jeûne, c'est que l'estomac, il va revenir à une taille normale. Vous allez arrêter de mettre trop de bouffe dedans. Donc, c'est bien de s'arrêter de manger avant de se dire qu'on n'a plus faim. D'être dans la modération. Donc, de diminuer en fait la quantité d'aliments à quelque chose de raisonnable. Il faut faire plaisir aussi. C'est pas non plus de crever de faim. Hein. Mais voilà, d'avoir cette idée en tête de ne pas manger trop en quantité. Que l'estomac puisse gérer le truc. Donc, je vous ai dit tout à l'heure l'histoire des jeûnes. Ça rééquilibre le corps. Ça met en mode reset en fait. Il y a plein de trucs qui se remettent en route en fait. Donc, ça c'est chouette, ça monte les défenses immunitaires, d'où l'intérêt d'arrêter de manger pendant qu'on est malade. Il y a plus de défense immunitaire et ça régénère les cellules. Ça, on a un système interne qui est quand même plutôt pas mal pour ça, qui est bien foutu. Ce qui aussi dans les recommandations, c'est de manger lentement. Idéalement, c'est 10 minutes pour l'entrée, 20 minutes pour le plat et 10 minutes pour le dessert. Bon, dans les faits, vous allez manger froid tout le temps, donc ce n'est pas forcément intéressant. Mais au moins, pensez à mâcher. Peu importe le nombre de fois, il y a des gens qui disent oui, il faut mâcher 20 fois. Déjà, pensez à le faire. C'est pas mal. Donc voilà, pensez à mâcher. Évitez de faire 3 trucs en même temps. Quand vous êtes en train de manger, vous êtes en train de manger. Pas besoin d'avoir la télé, le machin, le truc en même temps. Vous êtes plus sur... De toute façon, un repas, ça se fait autant avec les yeux qu'avec la bouche. Donc, vous avez besoin de voir ce que vous êtes en train de manger. Le sentir,
manger. Après, vous pouvez regarder les méditations et la pleine conscience aussi autour de la nourriture. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, c'est d'y mettre de la conscience. Je suis en train de manger et je regarde que je suis en train de manger. De façon le plus régulière possible. De temps en temps, quand vous êtes en coup de boost et que vous avez besoin de manger un sandwich sur le pouce, ça ne va pas être la fin du monde. Hein. Tout va bien. Voilà. Aussi être réaliste en fonction de votre réalité objective. Mais voilà, essayez d'être au mieux dans ce que vous pouvez. On évite de marcher pendant qu'on mange. On diminue tout ce qui est sucre, le sucre raffiné particulièrement, qui est une drogue. Il y a plus d'effets de dépendance avec le sucre raffiné que la cocaïne. Et on file des bonbons à nos enfants. Je n'ai pas envie de leur filer de la cocaïne. Pourtant, je leur file des bonbons et je le fais encore. J'ai trouvé une solution. Il n'y a pas de bonbons chez moi en dehors des fêtes. Je ne fais pas des fêtes tous les week-ends. Donc voilà, comme ça limite le truc. Moi, je ne mange pas de dessert, par exemple. En plus, le sucre en fin de repas crée, donne faim. En fait. Le sucre ouvre l'appétit. Donc en gros, il faudrait qu'on commence le repas avec du sucré pour ouvrir l'appétit pour le reste. Bon, alors on finit notre repas avec du sucré et du coup, 2 heures après, on a faim. On ne comprend pas pourquoi. Oui, parce qu'il y avait un pic de glycémie, il est redescendu et du coup, il nous réclame de la bouffe. Bon, des trucs basiques comme ça, mais il y a besoin de trouver un équilibre. Je ne l'ai pas dit. Les fruits, tout ce qui est cru, il faut commencer par tout ce qui est cru dans votre repas. Parce que ce qui est cru ne va pas se digérer de la même manière que ce qui est cuit. Ce qui est cru va passer beaucoup plus vite dans les intestins et dans l'estomac aussi. Il faut savoir que ce qui est cru, tous les fruits, les légumes, il y a une partie des vitamines qui se prennent au niveau de la salive dans votre bouche. Toutes les vitamines les plus fragiles. Après, elles se détériorent très vite. Donc, c'est pour ça que c'est utile de prendre le temps de manger, de mâcher. Si vous ne mâchez pas assez, vous ne prenez pas les vitamines qui sont ce que vous êtes en train de manger. C'est tout. Une fois que c'est dans l'estomac, en fait, ce qui est cru va être digéré beaucoup plus facilement. Il y a besoin de moins mettre d'acide dessus et dans les intestins aussi. Donc, si vous finissez le repas avec des fruits, ça va venir tomber dans l'estomac qui est déjà en train de digérer des trucs qui sont plus longs. Tout ce qui est viande, tout ce qui est cuit, c'est plus long à digérer. Et donc, c'est là que vous allez avoir des gaz, des remontées, des trucs pas très, très agréables. Vous allez dire, oui, mais bon, voilà, c'est pas très digeste, en fait. C'est moins digeste de faire ça comme ça. Il faut vraiment laisser du temps pour que l'estomac ait le temps de se vider avant que vous mettiez un fruit dedans. L'idéal, c'est que les fruits, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Après, tout ce que vous voulez, il n'y a pas... Voilà. Bon, les fruits, c'est une panière de fruits qui traîne dans la maison et on les mange en dehors des repas. Un petit coup, après une petite séance de coaching, hop là, un petit coup de mou, pof, j'ai besoin d'un peu d'énergie, je vais manger un fruit. Ça me remonte en énergie. Voilà. Au niveau des viandes, on a besoin de viande rouge. Alors ça dépend aussi beaucoup de la morphologie de chaque personne. Les hommes, étonnamment, ont moins besoin de viande rouge que les femmes. Pourtant, un homme adore son steak et les patates. Bon, voilà, ça c'est chacun qui sent le truc. En tout cas, c'est la portion. Physiologiquement, on a besoin de 50 grammes par jour. Et on prend des steaks de 200, voire. Donc, il faut juste réduire les quantités. On a trouvé un moyen, c'est que les steaks, on les coupe en deux, comme ça, on va se faire des économies en même temps. Mais c'est surtout pour la planète et pour les animaux, pour la planète et pour notre santé dans notre corps. En fait, c'est plus simple comme ça et on se fait plaisir à manger une viande de meilleure qualité, vu qu'on en achète 2 fois moins. Voilà, on se fait plaisir. Et après, il faut sentir notre horloge à l'intérieur de nous. C'est pas manger en fonction de l'horaire, mais en fonction de notre faim.
c'est une aberration totale de mettre une famille de 5 personnes autour d'une même table pour manger en même temps, physiologiquement. Parce que les estomacs ont des tailles différentes et donc le besoin de s'alimenter est différent. Un enfant, un adulte ne va pas avoir le besoin de nourriture au même moment. Quelqu'un qui vient de faire du sport ou quelqu'un qui est très statique et qui ne fait rien de sa journée ne va pas avoir le même besoin d'alimentation. Donc, au niveau social, oui, c'est vachement cool d'être tous à table ensemble autour de la table, mais on peut être cool sur le fait que le petit dernier, il n'a pas envie de bouffer en même temps que les autres. Parce que lui, il est plus connecté à son horloge biologique. On ne l'a pas encore complètement déformaté. On mange en fonction de nos habitudes. On a oublié de manger en fonction de notre besoin. Et parfois, on n'a pas faim. Et on a le droit. Il n'y a pas de problème. Et si finalement on a faim à la fin du repas, c'est pas grave non plus. Pas mort d'homme. Tout va bien. C'est juste que biologiquement, on n'avait pas faim à ce moment-là. Notre corps, il n'était pas encore en demande. Et forcément, s'il n'en a pas besoin, il ne va pas le stocker de la même manière. Tout ce que vous mangez pendant le repas est digéré et réutilisé pour faire de l'énergie. Ce que vous mangez en dehors du repas, ça fait de la graisse. En cas de besoin, si jamais il y a une famine, qu'on ait des stocks. Je crois que de nos jours, dans notre société actuelle, on n'aime pas trop avoir des stocks de graisse qui ne servent pas en cas de jeûne, en cas de grosse diète. Voilà. Donc, il y en a qui traversent l'hiver, qui peuvent être malades 3 semaines d'affilée, c'est pas grave. Ils ont du stock. D'autres moins. En gros, vous sentez un peu le truc. Et ça fait beaucoup déjà sur ça, sur l'alimentation. Alors, le troisième pilier pour être en bonne santé, c'est le mouvement ou le sport. Je préfère dire mouvement qu'au sport parce qu'on a un peu une addiction au sport. C'est une addiction à l'adrénaline, en fait. Quand on malmène notre corps jusqu'à un certain point, il sécrète des hormones qui nous font du bien. Le jogging, par exemple, c'est un excellent moyen. Au début, ça fait mal, on n'a pas envie, et à un moment, pouf, on est là, ah, c'est cool de faire du sport. Et c'est juste que ton corps, en fait, il n'en peut plus d'avoir mal, et donc il t'a donné de la drogue. Et du coup, tu deviens drogué à tes propres drogues. Super. Mais c'est clair qu'on est dans une société où on ne fait pas assez de mouvement. On est trop souvent, il y a un terme pour ça, donc je sais pas, sédentaire. Il y a encore une recherche récente là, qui a été faite. Vous savez, le temps de sédentarité par jour, actuellement, là, en 2022, en dehors du temps de sommeil, on est à 10 heures en moyenne. 10 heures en moyenne à rester assis ou allongé. C'est beaucoup quand même. Alors que l'être humain, il est fait pour marcher, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester statique. Et le corps, il a besoin de ça. Donc, ce qui est important, c'est le mouvement. On a besoin d'un mouvement quotidien. Ça ne sert à rien de faire 4 heures de sport le week-end pour compenser le fait qu'on n'a rien foutu de la semaine. Le corps, il s'en fout. C'est tous les jours dont il a besoin de marcher, de mouvement. Principalement, c'est avec de la marche. Parce que l'être humain, en fait, si vous regardez ses mouvements, ce qu'il a comme option, c'est marcher. Ou courir de temps en temps. Mais principalement, c'est marcher. On n'est pas fait pour voler, on n'a pas des ailes, on n'est pas fait pour courir vraiment. On n'a pas des jambes qui sont comme les chevaux. On n'est qu'à 2 pattes et on n'est pas des super muscles de malade. Donc, notre moyen de locomotion naturel, physiologique, c'est la marche.
Donc, plus on va marcher, mieux c'est. C'est environ 20 à 30 minutes par jour de marche active. Une marche qui n'est pas je lèche vitrine, je me balade. C'est une marche qui nous fait un peu transpirer. La jauge d'information, pour savoir quand est-ce qu'on est dans le trop pour faire du sport, à partir du moment où ça commence à suer, si c'est juste un petit peu sous les bras, c'est bon, c'est normal. Si ça commence à dégouliner sur le front, c'est trop. S'il y a trop de transpiration, c'est trop. Les Tibétains disent on vient au monde avec un nombre d'expires. C'est prédéfini. Si on surconsomme nos expires en faisant du sport, c'est pas de bol. On réduit notre temps de vie. Je dis ça, je dis rien. Il y a plein d'autres façons d'expirer aussi. Le stress est aussi excellent pour ça. À bon entendeur. Donc, plus on fait du mouvement, plus on bouge la journée, plus on s'active, plus ça va diminuer les douleurs. Étonnamment, les douleurs du dos sont dues à notre posture statique. Plus on va bouger, moins on va avoir mal au dos. Croiser les jambes aussi. D'ailleurs, c'est ce que je viens de faire, je viens de décroiser. Une petite astuce pour se mettre en mouvement de façon sédentaire, je dirais. Par exemple, c'est de changer les chaises par des ballons. Parce que le ballon va vous maintenir en mouvement. Alors moi, avant, j'avais un ballon. Là, sur ma nouvelle installation, j'ai pas encore. Le ballon était trop haut par rapport au bureau. Il faut que je trouve un moyen, mais clairement, rester assise comme ça derrière l'ordinateur, ça me fait mal au dos. Donc, il faut que je trouve des moyens de faire autrement. À l'heure d'aujourd'hui, je m'octroie 1 heure à 1h30 de marche tous les jours. Je dépose les enfants à l'école, j'ai un chemin de grande randonnée, je vais marcher. Quand je vivais sur Paris, j'avais fait en sorte de m'arrêter. J'avais repéré, en fait, pour pas que ça change mon habitude, j'avais repéré sur le chemin de ramener les enfants à l'école, sur le retour, il y avait un petit parc, je me garais et j'allais marcher. Pendant, ça dépend du temps que j'avais, mais au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Si vous installez une nouvelle habitude en dehors de vos propres habitudes, ça va vous demander énormément d'efforts. Si vous intégrez une nouvelle habitude au sein d'une habitude que vous avez déjà, par exemple, moi, emmener les enfants à l'école, le matin, pas le choix. Donc, je les emmène. Donc, j'ai déjà les chaussures aux pieds, j'ai déjà le manteau, j'ai déjà tout. Une fois que je suis devant l'école, c'est pas très compliqué de faire les 100 mètres, 200 mètres plus loin pour aller choper le chemin de grande randonnée. Pareil quand j'étais en voiture en région parisienne, c'était pas très compliqué pour moi parce que j'avais juste besoin de tourner et de me garer sur un parking. Simple. Et j'avais les chaussures de marche qui étaient déjà dans le coffre. Pareil, là, je pars le matin avec les bonnes chaussures. Plus vous allez simplifier les choses, plus ce sera très simple de mettre une nouvelle habitude en place. Sur marcher, vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. Pléthore de façons de faire, si ça vous fait pas mal au genou. Ça sert à rien de se faire mal pour rien. Voilà, trouver un juste équilibre. Forcément, l'esprit et le corps sont très liés. Donc, plus vous allez mettre votre corps en mouvement, plus ça va libérer aussi votre tête. Il y a un lama, un sage tibétain qui m'a dit une fois, si tu as un souci, fais 1000 pas avec ton souci. Donc, tu marches 1 kilomètre avec ton souci dans la tête, tu vas voir, ça va le dénouer. Et c'est vrai. Le corps et l'esprit sont vraiment liés. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, si on prend un dépressif, qu'on le redresse, quand vous mettez dans une posture comme ça ou même comme ça, on ne peut pas être dépressif. Ce n'est pas possible, un dépressif est comme ça. Et si vous le redressez juste ça, ils ont chopé des dépressifs, ils les ont redressés, ils ont forcé à rester droit ou à mettre des postures comme ça aussi, et bien, ça fait partie de la dépression. C'est un truc de malade quand même. C'est fou. Donc, juste la posture a une influence sur notre esprit. C'est vachement utile parce que des fois, ce n'est pas forcément évident d'agir directement sur notre esprit. Quand tu as des idées noires et des idées machin, pour influencer, c'est compliqué. Par contre, utiliser le corps, c'est plus facile.
tu peux aller faire du sport, tu peux aller faire un truc qui te fait du bien, modérément. Mais tu vas savoir tout de suite, parce que quand tu fais du sport, tu ne le fais pas complètement avachi. Je ne sais pas quel sport tu fais, toi, mais bon, voilà, ça peut être un moyen de faire les choses correctement, en tout cas un peu mieux. Être au contact de la nature, c'est très bon pour le moral, de voir des choses naturelles. De regarder loin, ça permet d'avoir une vision aussi à l'intérieur de soi sur du long terme. Donc, quand on a le nez dans le guidon et qu'on n'en peut plus machin chose, juste on prend 2 secondes, on regarde dehors et on essaie de voir le ciel. Basique. Et on reste suffisamment longtemps en train de faire ça. Ça peut être 2-3 minutes. Pas besoin que ça dure 3 heures non plus. Hein. Mais déjà 2-3 minutes à regarder le ciel, ça va calmer l'esprit. Tout ça. Mais ça fait partie aussi des habitudes à avoir au niveau de notre corps. Marcher en regardant l'horizon, je vous l'ai dit. Pour donc, les moyens d'activer de la joie dans notre corps, tout ce qui est à base de saut où on a les talons qui tapent. Donc, ça peut être sauter sur un trampoline, sauter à la corde à sauter, sauter, enfin voilà. Tout ce qui va taper au niveau de la voûte plantaire sur le sol, particulièrement le talon. Quoique non, c'est pas le talon, parce que quand tu fais les sauts à la corde, c'est pas le talon, c'est la base des pieds. Bon, en tout cas, sous les pieds, de toute façon, vous avez des points d'acupuncture. Et le fait de taper sur de sauter à cloche-pied, enfin de sauter sur les pieds, ça active la joie. C'est pour ça que danser, ça fait du bien. Enfin, si vous sautez un peu. Donc c'est intéressant. Si vous avez besoin d'activer la joie, vous sautez un peu sur place et hop là, c'est bon, un peu de corde à sauter. Voilà, ça fait faire un peu d'exercice et puis en même temps, modérément. Voilà, le niveau du sport, il est recommandé de faire 30 minutes par jour, minimum. Ça, je vous l'ai déjà dit. 150 minutes par semaine. Alors, voilà, il y a eu j'étais encore en séminaire il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est recommandé tous les jours de faire du sport. Pas attendre du week-end, voilà, plus tard. Quand je serai en vacances, je fais du sport. Ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment tous les jours qu'il faut mettre en place. Ça peut être des trucs très simples. Hein. Il peut y avoir des habitudes au niveau de la perte d'équilibre. Après 25 ans, l'être humain commence à perdre son équilibre. Il a besoin de s'entraîner. En se brossant les dents, vous mettez un coup sur un pied, un coup sur un autre, vous faites du balancier d'un pied sur l'autre. C'est des petits trucs à faire, mais c'est des petits trucs qui peuvent être utiles. Dans les autres, alors c'est pas vraiment un sport, mais ça vient travailler les muscles. Le rire est excellent pour la santé. Le rire fait du bien. Allez-y. Ça va oxygéner tout le corps, ça évacue les tensions, ça améliore notre état intérieur, psychologique, émotionnel, hormonal, physique, physiologique. Y aller. 10 minutes de rire par jour qui est recommandé. Pour les... Voilà, j'ai fait le tour sur les 3 piliers, donc le sommeil, l'alimentation, le sport, le mouvement. Bien sûr, pas révolutionner votre vie tout de suite, en une fois, tout maintenant. Prenez une chose, un point qui a résonné là aujourd'hui et vous essayez de le mettre en place. Cool, tranquillou. Hein. La phase consciemment incompétent, vous y êtes. Consciemment, vous voyez que vous ne faites pas bien certains trucs. Plein d'autres trucs que vous faites bien. Regardez aussi tout ce que vous faites bien, c'est chouette quand même. Et vous y allez progressivement à changer certains trucs. Voilà, en douceur, quoi. Vous y aller avec de la douceur en soi. Hein. D'accord ? Plus c'est doux, mieux c'est. Voilà. Mais se mettre en mouvement quand même, le faire, c'est important. Sinon, vous allez rester dans le même état que vous êtes aujourd'hui. Si tu es heureux, tu ne changes rien. Si tu n'es pas heureux, change un truc. Et peut-être que ça peut être un de ces trucs-là à tester. À très bientôt.